Cette vidéo est entièrement fictive et créée uniquement à des fins de narration, de divertissement et de réflexion. Je m'appelle Sarah Collins. J'ai 34 ans. Et jusqu'à ce lundi matin, je croyais que la pire chose que ma sœur pouvait faire était de me décevoir encore une fois. J'ai ouvert ma porte d'entrée pour partir au travail et je me suis figé. Deux jeunes enfants étaient assis contre le mur à côté de mon paillasson, l'un enveloppé dans une fine couverture rose et l'autre serrant un dinosaure en plastique à deux mains. Puis je les ai reconnus. C'était ma nièce de 4 ans, Émilie, et mon neveu de 2 ans, Jacques. Leur sac de nuit était à côté d'eux, ainsi qu'un mot plié. Je l'ai ouvert et j'ai lu 6 mots qui ont engourdi mes mains. Je viendrai les chercher quand ils auront 18 ans. Il n'y avait aucune explication ni numéro d'urgence. Émilie a dit que sa mère leur avait dit que je les emmenais pour une très longue soirée pyjama. Jacques avait une couche sèche, les lèvres gercées et une marque sombre qui s'estompait sous une de ses manches. J'ai appelé ma sœur encore et encore, mais chaque tentative tombait directement sur la messagerie vocale. Puis je me suis souvenu de notre dernière dispute. Elle m'avait regardé fixement dans ma cuisine et m'avait dit « Je ne suis pas né pour disparaître dans la maternité ». À l'époque, je pensais qu'elle se défoulait. Maintenant, ces mots ressemblaient à un avertissement que j'avais refusé d'entendre. Je refusais de traiter ses enfants comme des bagages qu'elle pourrait récupérer quand sa vie deviendrait plus pratique. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la seule personne qui avait vu ce qui se passait dans son appartement. Quand il a répondu, je lui ai dit ce qu'il y avait sur mon paillasson. Il est resté silencieux, puis a dit « Sarah, ne lui dis pas que tu m'as appelé. » Elle n'a pas seulement abandonné les enfants. Elle a planifié cela il y a des mois. Ce qu'il m'a dit ensuite a transformé son départ en quelque chose de bien plus sombre. Avant que je vous dise ce qu'il a révélé et ce qui s'est passé après cet appel, dites-moi, quelle heure est-il où vous êtes? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il chez vous en ce moment? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. L'homme au téléphone était autrefois sorti avec ma sœur et avait passé près de 2 ans à aider avec les enfants. Il s'appelait Mike, et la première chose qu'il a demandé était si Émilie avait apporté un sac à dos violet. Je l'ai trouvé sous la couverture rose. À l'intérieur, il y avait 2 chemises, une bouteille d'analgésique pour enfants, des copies de leur certificat de naissance et une enveloppe contenant $300. Mike a expiré brusquement. Il m'a dit que ma sœur Lily se préparait à quitter San Francisco pour un programme privé de développement musical à Los Angeles. Elle avait dit au producteur qu'elle était célibataire et sans enfant. Pendant des semaines, elle avait vendu des meubles, emprunté de l'argent et laissé Émilie et Jacques avec des voisins pendant qu'elle assistait à des sessions de fin de soirée. Mike l'avait confronté après avoir trouvé Jacques seul dans un parc pour enfants pendant que Lily enregistrait des voix dans un studio loué en bas. Elle a mis fin à leur relation le lendemain matin et a dit à tout le monde qu'il était jaloux de sa carrière. Je voulais le rejeter comme un ex-petit ami amer, mais il m'a envoyé des captures d'écran. Dans un message, Lily demandait s'il savait combien de temps un parent pouvait laisser des enfants avec un membre de la famille avant que cela ne devienne légalement permanent. Dans un autre, elle a écrit « Sarah les prendra. Elle a toujours besoin d'être la responsable. » Une troisième capture d'écran montrait un brouillon d'email affirmant qu'elle avait effectué un placement familial permanent pour ces personnes à charge. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas une décision désespérée prise du jour au lendemain. Elle m'avait choisi parce qu'elle croyait que mon amour pour les enfants me rendait prévisible. Mike m'a alors dit quelque chose d'encore pire. Lily avait collecté de l'argent par le biais de groupes privés sur les réseaux sociaux en se présentant comme une mère célibataire en difficulté. Elle publiait des photos de placards vides et prétendait qu'elle devait choisir entre la nourriture et le loyer. Les gens lui donnaient des cartes cadeaux, de l'argent, des vêtements et des couches. Pourtant, Mike l'avait vu vendre certains de ses articles donnés et utiliser l'argent pour du temps en studio, des traitements cosmétiques et des photos promotionnelles. Chaque fois que quelqu'un posait des questions sur les enfants, elle mettait en scène des vidéos joyeuses dans lesquelles Émilie répétait des phrases que Lily lui avait apprises. Mike avait gardé un message audio parce qu'il le dérangeait. Dedans, Lily riait et disait « Une fois que Sarah les aura, je pourrai toujours utiliser l'histoire de la mère célibataire. Personne ne vérifie. Et si Sarah s'attache, elle ne les renverra jamais. » J'ai regardé les 2 enfants assis sur le tapis de mon salon. Émilie cassait un biscuit en petits morceaux et donnait la plus grande moitié à son frère. Ce petit geste m'en a dit plus sur leur vie que n'importe quel discours n'aurait pu le faire. Elle avait 4 ans,
Mais elle avait déjà appris à rationner la nourriture et à protéger quelqu'un de plus jeune qu'elle. Quelle quantité de peur un enfant peut-il normaliser avant qu'un adulte ne le remarque enfin? J'ai demandé à Mike pourquoi il n'avait pas signalé Lily plus tôt. Sa voix s'est faite plus basse. Il a dit qu'il avait essayé. Une visite de contrôle social avait été effectuée, mais Lily avait nettoyé l'appartement, emprunté des provisions et convaincu l'assistante sociale que Mike la harcelait après leur rupture. Sans photo, dossiers médicaux ou statut légal, son accusation n'a mené nulle part. Il avait continué à sauvegarder les messages parce qu'il croyait qu'il y aurait un jour un moment où quelqu'un pourrait les utiliser. Ce moment était arrivé. J'ai appelé les autorités et j'ai expliqué exactement ce que j'avais trouvé. Je n'ai pas exagéré. J'ai décrit le mot, les enfants sans surveillance, les documents, la marque sombre et les messages que Mike m'avait transférés. L'agent d'accueil m'a demandé de ne pas confronter Lily, de ne rien publier en ligne et de ne signer aucun document qu'elle enverrait. Des policiers sont arrivés les premiers. Ils ont photographié le paillasson, ont pris le mot et ont vérifié la caméra de sécurité de l'immeuble. Les images montraient Lily plaçant les enfants dehors à 4h52 du matin, sonnant une fois et s'éloignant avant que quiconque ne réponde. Elle ne s'est pas retournée. Une assistante sociale est arrivée moins d'une heure plus tard. Je n'ai pas su son nom immédiatement. J'ai seulement vu une femme calme s'agenouiller devant Emily et lui demander si elle se sentait en sécurité chez moi. Emily a hoché la tête, puis a chuchoté, « Maman a dit que tante Sarah arrange tout ». L'assistante sociale s'est présentée sous le nom de Suzanne et a expliqué que les enfants pouvaient rester avec moi dans le cadre d'un placement d'urgence chez un parent pendant que l'agence enquêtait. Elle m'a également prévenu que Lily pourrait revenir, nier les avoir abandonnés et m'accuser de les retenir. C'est pourquoi chaque message, reçu, constatation médicale et témoin comptait. J'ai accepté toutes les vérifications d'antécédents et les inspections de domicile qu'elle a demandées. Le soir venu, mon appartement ne ressemblait plus à mon domicile privé. Il ressemblait au centre d'une affaire dans laquelle je n'avais jamais demandé à entrer. Pourtant, quand Émilie s'est endormie avec une main enroulée autour de mon doigt et Jacques blotti contre mon flanc, ma colère s'est transformée en quelque chose de plus froid et de plus concentré. Lily avait compté sur moi pour la secourir. Elle n'avait pas compté sur le fait que je documenterais le sauvetage. Les 3 premiers jours n'ont pas été un montage réconfortant de crêpes, de dessins animés et de liens familiaux soudains. Ils ont été un cours intensif sur ce que l'instabilité prolongée fait à de très jeunes enfants. Jacques se réveillait en hurlant chaque fois qu'une porte se fermait. Émilie cachait de la nourriture sous son oreiller et s'excusait avant de demander de l'eau. Aucun des 2 enfants n'a pleuré lorsque Suzanne les a emmenés dans une clinique pédiatrique, ce qui, selon le médecin, pouvait être plus préoccupant que des pleurs. Les enfants qui s'attendent à du réconfort le cherchent généralement. Les enfants qui ont appris que le réconfort n'est pas fiable deviennent souvent anormalement silencieux. La marque sombre sur le bras de Jacques n'était pas fraîche, mais l'examen a révélé une petite blessure cicatrisée près de son épaule et des preuves qu'une blessure au poignet avait guéri sans suivi médical approprié. Rien à lui seul ne prouvait la maltraitance. Ensemble, cependant, les blessures suggéraient un schéma de traitement retardé et de supervision inadéquate. Lorsque le médecin a demandé comment Jacques avait eu sa blessure, Émilie a fixé le sol. Plus tard, alors que je l'attachais dans ma voiture, elle a dit, « La tasse chaude est tombée quand maman dormait ». Elle a immédiatement mis un doigt sur ses lèvres et a ajouté, « On ne raconte pas d'histoires méchantes ». J'ai gardé un visage impassible jusqu'à ce que les 2 enfants soient en sécurité, puis je suis passé derrière la voiture et j'ai pleuré pendant moins d'1 minute. Je ne pleurais pas parce que je me sentais impuissante. Je pleurais parce que je comprenais enfin avec quel soin Lily avait entraîné une enfant à protéger l'adulte qui lui avait fait défaut. Suzanne a organisé une thérapie axée sur le traumatisme et une garde d'enfants temporaire, mais ma propre vie a commencé à s'effondrer autour de l'urgence. J'avais utilisé tous mes jours de congé personnel. Mon manager a confié un lancement de logiciel important à un autre responsable et m'a prévenu que le congé pour raison familiale ne protégerait pas mon poste indéfiniment. J'avais des économies, mais pas assez pour transformer un appartement d'une chambre en un foyer permanent pour 2 enfants tout en payant des frais juridiques. J'ai transformé mon petit bureau en chambre, j'ai déplacé mon bureau à côté de la cuisine et j'ai travaillé après minuit, quand les enfants dormaient enfin. J'en voulais à Lily chaque fois que je manquais une échéance, puis je me détestais de ressentir ce ressentiment pendant qu'Émilie était assise à proximité, coloriant des dessins de 3 personnes se tenant la main. Un après-midi, Émilie a demandé pourquoi il n'y avait que 3 personnes sur son dessin. Elle s'est montrée,
ainsi que Jacques et moi. Je lui ai demandé si elle voulait ajouter sa mère. Émilie a secoué la tête et a dit « Maman ne reste pas sur les photos ». Cette phrase m'a suivi toute la nuit. L'enquête a découvert d'autres fragments. Un voisin a dit à Suzanne que les enfants avaient parfois été laissés dans le couloir pendant que Lily se disputait avec quelqu'un au téléphone. Une ancienne babysitter a produit des factures impayées et des messages montrant que Lily était rentrée 6 heures plus tard que promis. Le gérant de l'immeuble a fourni des avis pour des plaintes de bruit et un rapport sur Jacques errant près de la buanderie sans adulte. Chaque fait était assez petit pour que Lily puisse l'expliquer. Ensemble, ils formaient une chronologie. Puis j'ai trouvé la poche cachée du sac à dos violet. À l'intérieur se trouvait un vieux téléphone avec un écran fissuré. Il n'avait pas de service cellulaire, mais il s'est connecté à mon Wi-Fi et s'est automatiquement synchronisé avec un compte cloud qui était resté connecté. Je ne l'ai pas fouillé immédiatement. J'ai appelé Suzanne et lui ai demandé ce que j'étais légalement autorisé à faire. Elle m'a dit de ne rien supprimer, modifier ou distribuer et a pris des dispositions pour qu'un enquêteur le récupère. Avant que l'écran ne se verrouille, une notification est apparue d'une discussion de groupe intitulée « Semaine de lancement ». L'aperçu disait « Enfant géré ». Sarah pense que c'est temporaire. Cette seule phrase a changé la forme émotionnelle de tout. Jusque-là, une partie de moi croyait encore que Lily aurait pu paniquer, faire un choix impardonnable et revenir plus tard, honteuse. Le message suggérait la confiance, pas la panique. Elle n'avait pas abandonné les enfants parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle les avait placés exactement là où elle les voulait et avait supposé que j'absorberais les dégâts sans contester son plan. La 4e nuit, Lily a finalement appelé. Son nom a clignoté sur mon écran alors que je lavais la tasse de Jacques. J'ai laissé sonner une fois, puis j'ai répondu en mode haut-parleur avec Suzanne qui écoutait via une ligne de conférence programmée. Lily n'a pas demandé si les enfants étaient en sécurité. Elle a dit « J'ai besoin que tu signes un formulaire de garde temporaire. C'est juste pour l'école et les médecins. » Son ton était léger, presque impatient. J'ai demandé où elle était. Elle a ignoré la question et m'a dit que je rendais la situation dramatique. Quand j'ai dit que l'agence était impliquée, le silence au bout du fil s'est aiguisé. Puis elle a chuchoté « Tu n'avais pas le droit. » J'ai regardé le mot qu'elle avait laissé sur mon paillasson. Tu m'as donné tous les droits quand tu es parti avant l'aube. Elle a raccroché, mais pas avant de dire « Tu as toujours voulu ma vie. » C'était si absurde que j'ai failli rire. Je n'avais jamais voulu sa vie. Je voulais que les enfants y survivent. Suzanne m'a prévenu que la prochaine action de Lily pourrait être agressive, car les personnes qui dépendent du contrôle escaladent souvent lorsque la documentation remplace le secret. Elle avait raison. Le lendemain matin, un policier a appelé pour dire que Lily avait signalé que j'avais pris ses enfants sans sa permission. L'accusation n'a pas duré longtemps car les images de l'immeuble, le mot de Lily et mon signalement immédiat la contredisaient. Mais l'accusation a révélé jusqu'où elle était prête à aller. Elle a dit à la police que j'avais proposé de garder les enfants pour une nuit, puis que j'avais refusé de les rendre parce que j'étais jalouse et sans enfants. Elle a prétendu que le mot était une blague privée. Lorsqu'un officier a demandé pourquoi elle avait laissé des certificats de naissance et $300, elle a répondu « Je les avais demandés ». Aucune de ces explications ne correspondait au message récupéré sur l'ancien téléphone. Pourtant, elle l'a répété avec une telle confiance que j'ai compris pourquoi les plaintes précédentes avaient disparu. Lily n'avait pas besoin d'une histoire crédible. Elle avait besoin d'assez de versions de l'histoire pour que la vérité semble discutable. Suzanne m'a conseillé de ne pas lui rendre visite, mais l'avocat de Lily a demandé une réunion familiale supervisée avant l'audience de garde d'urgence. J'ai accepté car refuser pourrait être interprété comme de l'hostilité. La réunion a eu lieu dans un bureau du comté avec Suzanne, un médiateur et la sécurité à proximité. Lily est arrivée avec 20 minutes de retard, portant des lunettes noires et l'expression de quelqu'un assistant à un rendez-vous inopportun. Elle a enlevé ses lunettes, a souri au médiateur et a dit « Sarah a toujours eu un problème de limite ». Le médiateur a demandé à Lily d'expliquer son plan pour les enfants. Lily a dit qu'elle avait connu une crise personnelle temporaire et qu'elle m'avait fait confiance pour prendre soin d'eux pendant qu'elle se rétablissait. La phrase semblait répétée. Elle a décrit le programme de Los Angeles comme un traitement par la musique, bien que le site web du programme l'appelle une résidence d'artiste. Elle a dit que les enfants n'avaient jamais été en danger. Lorsque Suzanne a mentionné les constatations médicales, Lily a blâmé des babysitters négligentes.
Lorsque l'ancien téléphone a été mentionné, son visage a changé pendant une demi-seconde avant qu'elle ne se reprenne et n'accuse Mike d'avoir fabriqué des preuves. J'ai écouté jusqu'à ce qu'elle dise « Sarah ne comprend pas ce que c'est que d'abandonner son identité pour des enfants ». C'est alors que j'ai posé la question que je portais en moi depuis l'épisode du paillasson. Émilie et Jacques ont-ils jamais eu une identité dans ton histoire? Ou n'étaient-ils que des accessoires quand la maternité t'aidait? Le sang-froid de Lily s'est fissuré. Elle s'est tournée vers moi et a dit que je l'avais toujours jugée parce que j'étais plus âgé, plus stable et félicité pour tout faire correctement. Elle a énuméré de vieilles compétitions, ma bourse d'études et les responsabilités que notre mère m'avait données. Dans la version de Lily, chaque conséquence de ses propres choix devenait quelque chose que je lui avais volé. Tu as pu être la fille en qui tout le monde avait confiance, a-t-elle dit. Moi, j'ai dû être le désastre à côté de toi. Je lui ai dit que je soutiendrais un traitement, un contact supervisé et tout effort sincère pour réparer les dégâts, mais que je ne signerais pas un accord privé qui lui permettrait de conserver des avantages, des dons et un contrôle public pendant que j'élèverais les enfants en secret. Le médiateur a demandé à Lily si elle avait reçu de l'argent au nom d'Émilie et Jacques après les avoir quittés. Elle a nié. Suzanne a posé un relevé de transactions imprimé sur la table. 2 jours après les avoir abandonnés, Lily avait accepté 5 dons marqués « Provision pour les enfants ». Le même jour, elle a versé un acompte à un studio d'enregistrement de Los Angeles. Lily a fixé le papier, puis s'est tournée vers moi avec une fureur si soudaine que la sécurité s'est rapprochée. Elle a dit « Tu penses que ça fait de toi leur mère ?» Non, ai-je répondu. Les garder en sécurité fait de moi l'adulte qui est resté. Elle s'est penchée en avant et a baissé la voix. Tu regretteras de m'avoir humilié. Après la réunion, elle a contacté des parents, d'anciens collègues et des amis communs. Elle a prétendu que j'avais exploité une crise personnelle privée pour lui voler ses enfants. Elle a publié une vidéo en larmes sans me nommer, disant qu'un membre de la famille de confiance avait instrumentalisé le système contre une mère vulnérable. Des étrangers ont répondu avec sympathie, et quelques-uns m'ont identifié grâce à de vieilles photos et m'ont traité de monstre. Je voulais me défendre, mais Suzanne et mon avocat m'ont prévenu que discuter publiquement des enfants pourrait nuire à l'affaire. 2 jours plus tard, l'enquêteur a appelé au sujet de l'ancien téléphone. L'analyse forensique avait trouvé des vidéos supprimées, des feuilles de calcul financières et un projet de contrat. Lily avait proposé une série de médias sociaux de style documentaire sur son parcours de mère célibataire poursuivant un rêve. Dans la proposition, les enfants étaient des personnages centraux. Pourtant, des messages privés montraient qu'elle avait l'intention de les laisser avec moi tout en continuant à publier du contenu préenregistré comme s'ils vivaient toujours avec elle. Le fichier le plus accablant n'était pas un message. C'était une vidéo qu'elle avait accidentellement enregistrée après une scène mise en scène. On pouvait entendre Émilie pleurer hors champ. La voix de Lily disait « Refais-le sans les larmes. Les gens donnent quand tu as l'air reconnaissante. » Je me suis assise à ma table de cuisine après le départ de l'enquêteur et j'ai fixé le mur. J'avais voulu une preuve assez solide pour protéger les enfants. Je n'avais pas été préparé à une preuve qui montrait à quel point leur confiance avait été monétisée. À partir de ce moment, j'ai cessé d'espérer que l'affaire effraierait Lily au point de la faire changer. J'ai commencé à me préparer à la possibilité que protéger Émilie et Jacques pourrait nécessiter de la couper de leur vie jusqu'à ce que le changement devienne plus qu'une performance. Mon avocat a demandé la tutelle temporaire pendant que le comté ouvrait une procédure de dépendance. Le langage juridique était clinique, évaluation des risques, stabilité du placement, visite supervisée, exploitation financière, manquement à l'obligation de soins médicaux. Aucune de ces expressions ne rendait compte de ce que l'on ressentait lorsque Jacques pleurait parce que je quittais la pièce pour sortir les poubelles ou lorsqu'Émilie demandait la permission avant de manger une deuxième fraise. La loi avait besoin de catégories. Les enfants vivaient dans les conséquences. Les représailles de Lily sont devenues plus organisées. Elle a engagé un avocat en utilisant l'argent récolté grâce à sa campagne en ligne et a soumis des messages textes qui semblaient me montrer demandant à garder les enfants. Dans les messages, j'aurais prétendument écrit « Tu sais, ils sont mieux avec moi et peut-être que tu devrais disparaître un moment ». Je savais que je ne les avais jamais envoyés, mais les captures d'écran semblaient convaincantes. Pendant 12 heures, je me suis demandé si des preuves fabriquées pouvaient l'emporter sur la vérité simplement parce qu'elles étaient plus faciles à comprendre. Puis Mike s'est souvenu que Lily avait une fois utilisé mon nom comme contact dans une application de messagerie.
Un expert numérique a obtenu les données originales et a découvert que les captures d'écran avaient été assemblées à partir de conversations distinctes. Une phrase provenait d'un message que j'avais envoyé des années plus tôt au sujet des soins médicaux de notre mère. Une autre provenait du propre compte de Lily. Les horodatages, les polices et les métadonnées ne correspondaient pas. La découverte a fait plus que détruire son accusation. Elle a ouvert une nouvelle question. Quoi d'autre avait-elle copié ma signature? Les enquêteurs ont fouillé le stockage en nuage lié à l'ancien téléphone et ont trouvé une page de signature numérisée portant mon nom. Lily l'avait utilisé pour créer un formulaire de procuration temporaire daté de 6 semaines avant l'abandon. Le formulaire prétendait que j'avais accepté d'assumer les soins quotidiens pendant qu'elle conservait toutes les décisions parentales et les avantages financiers. Ma signature avait été copiée d'une garantie de bail que j'avais signée pour elle 2 ans plus tôt. Elle avait également utilisé mon adresse sur des demandes d'aide alimentaire, de subventions pour la garde d'enfants et une subvention pour difficultés financières. Dans certains formulaires, les enfants vivaient prétendument avec moi. Dans ses publications pour les dons, ils vivaient prétendument avec elle. Elle changeait la réalité en fonction de qui payait. Suzanne m'a dit que l'affaire ne concernait plus seulement une mère désespérée prenant une décision imprudente. Il y avait maintenant des allégations potentielles de faux, de fraude aux prestations et d'exploitation de l'identité des enfants. Le comté a transmis les dossiers financiers aux enquêteurs. Je n'ai ressenti aucune joie. Chaque nouvelle conséquence menaçait la carrière, le logement et la liberté de Lily. Elle était toujours ma sœur. Mais chaque fois que la culpabilité faisait surface, j'imaginais Émilie répétant « On ne raconte pas d'histoire méchante ». Le silence ne sauverait pas Lily. Il ne ferait qu'enseigner aux enfants que les adultes peuvent utiliser l'amour comme une raison pour cacher le mal. Le plan de visite temporaire exigeait que Lily assiste à une session supervisée chaque semaine. Elle a manqué la première à cause d'une réunion en studio. Elle est arrivée avec 35 minutes de retard à la seconde et a amené un photographe, prétendant vouloir des souvenirs de famille. Le superviseur a refusé l'entrée au photographe. Lily s'est mise en colère, a passé la majeure partie de la visite à interroger Émilie sur ce que j'avais dit et a donné à Jacques un jouet cher sans pile. Lorsque le superviseur l'a redirigée vers le jeu, Lily a accusé l'agence de la contrôler. Par la suite, Émilie est devenue renfermée et a déchiré le dessin des 3 personnes se tenant la main. Lors de la 3e visite, Lily a pleuré, s'est excusée et a promis aux enfants qu'il vivrait bientôt avec elle dans une maison près de l'océan. Jacques n'a pas compris. Émilie, si. Elle a demandé si je pouvais venir aussi. Lily a répondu, tante Sarah ne veut pas que nous soyons une famille. Le superviseur a mis fin à la visite. Lily a plus tard publié que les responsables l'avaient punie pour avoir exprimé son amour. Le tribunal a suspendu les visites jusqu'à ce que Lily termine une évaluation psychologique et une évaluation parentale. Au lieu de s'y conformer, elle a annoncé un concert en ligne intitulé « Le combat d'une mère » et a vendu des billets en utilisant une photo d'Émilie et Jacques. Mon avocat a envoyé une mise en demeure de cesser et de s'abstenir concernant les images des enfants. La plateforme a supprimé l'événement. Lily m'a blâmé publiquement et le producteur qui l'avait envisagé pour le programme de Los Angeles a finalement contacté le comté. Il a dit que Lily lui avait dit que ses enfants vivaient en permanence avec leur père à l'étranger. Lorsqu'il a appris la vérité, il a retiré l'offre et a fourni des emails dans lesquels elle décrivait la maternité comme « un obstacle de marque que j'ai déjà résolu ». Cette phrase ne s'est répandue qu'après avoir été inscrite dans un dossier judiciaire public lié à l'enquête financière. Je ne l'ai pas divulguée. Je n'ai pas contacté ses sponsors. Je n'ai pas appelé les journalistes. La carrière de Lily a commencé à s'effondrer parce que les personnes qui avaient investi en elle ont découvert qu'elle leur avait menti aussi. Une petite marque de beauté a mis fin à son partenariat. Le studio a annulé son contrat à tarif réduit. Les donateurs ont demandé des remboursements. Son propriétaire lui a donné un préavis pour loyer impayé. Les parents qui m'avaient accusé de cruauté ont cessé d'appeler lorsque les enquêteurs les ont contactés au sujet de l'argent qu'ils avaient envoyé pour les enfants. La première audience majeure a eu lieu 4 mois après l'apparition des enfants sur mon paillasson. Le dossier de l'affaire remplissait 2 boîtes. Je suis entré en ne portant que des dossiers, des rapports médicaux, des images de sécurité, des messages authentifiés, des documents financiers, des notes de visite et le papier original sur lequel Lily avait écrit qu'elle reviendrait quand ses enfants auraient 18 ans. Suzanne était assise derrière moi. Mike attendait dans le couloir pour témoigner.
Émilie et Jacques sont restés avec une gardienne agréée car je refusais d'en faire des spectateurs dans une lutte pour leur propre sécurité. Lily est arrivée en bleu marine, l'air assez fragile pour paraître convaincante. Son nouvel avocat l'a décrite comme une mère dépassée souffrant de problèmes non résolus, manipulée par une sœur ambitieuse et un ex-petit ami rancunier. Je ne me suis pas opposé à la possibilité que Lily soit déprimée. La maladie mentale méritait un traitement, pas la honte. Mais la dépression n'avait pas falsifié ma signature, créé des messages modifiés, collecté des dons après avoir abandonné des enfants ou ordonné à une fillette de 4 ans de jouer la gratitude pour une caméra. L'explication ne pouvait pas devenir une gomme. Lily a témoigné la première. Elle a pleuré en décrivant l'instabilité de son enfance, le départ de notre père, notre mère qui dépendait de moi et sa peur de toujours être moins capable. Elle a dit qu'elle avait l'intention de laisser les enfants avec moi pour seulement 2 semaines pendant qu'elle suivait un traitement. Elle a affirmé que la note sur les 18 ans était du sarcasme écrit lors d'une dépression. Elle a insisté sur le fait que je connaissais le plan et que je l'avais ensuite trahi parce que j'aimais être louée comme une sauveuse. Puis les preuves ont parlé. L'expert numérique a expliqué comment les captures d'écran avaient été assemblées et comment la signature sur le formulaire de garde avait été copiée de ma garantie de bail antérieure. Le producteur a témoigné par vidéo que Lily s'était présentée comme n'ayant pas d'enfant à charge à son domicile et avait qualifié l'arrangement avec moi de permanent. Le gérant de l'immeuble a authentifié les images la montrant laissant les enfants dehors avant l'aube. Le pédiatre a témoigné que les blessures de Jacques étaient compatibles avec des accidents, mais que l'absence de soins en temps opportun soulevait de sérieuses inquiétudes. Le superviseur des visites a décrit les tentatives de Lily d'interroger Émilie, de me blâmer et d'utiliser des promesses de réunification pour influencer une enfant effrayée. Ensuite, Mike a témoigné. Lily ne le regardait pas. Il a admis qu'il avait protégé sa réputation et retardé son signalement parce qu'il l'aimait. Il a décrit la nuit où il a trouvé Jacques seul dans un parc pour enfants et les semaines où Émilie prenait la plupart de ses repas dans l'appartement d'un voisin. L'avocat de Lily a attaqué ses motivations et a demandé s'il voulait se venger après la rupture. Mike a répondu « Je voulais qu'elle choisisse les enfants. Quand elle ne l'a pas fait, j'ai choisi de cesser de l'aider à le cacher. » Le moment le plus fort est venu d'une ancienne assistante de studio qui a contacté les enquêteurs après avoir vu le dossier. Elle a témoigné que Lily amenait souvent les enfants à des sessions de fin de soirée et verrouillait la porte de la salle de répétition pour qu'ils n'interrompent pas. Une fois, l'assistante a trouvé Émilie réveillée après minuit en train de changer les vêtements mouillés de Jacques. Elle a confronté Lily et a été licenciée. Elle avait gardé un message vocal dans lequel Lily disait « Ne me dis pas comment élever mes enfants. Ils sont calmes, nourris et utiles quand j'en ai besoin. » Le silence s'est fait dans la salle d'audience après la diffusion de l'enregistrement. Mon témoignage est venu en dernier. Je n'ai pas qualifié ma sœur de diabolique. J'ai décrit les enfants tels qu'ils étaient quand je les ai trouvés et tels qu'ils sont maintenant. Jacques ne criait plus chaque fois qu'une porte se fermait, mais il paniquait toujours quand on préparait un sac. Émilie avait cessé de cacher de la nourriture, mais elle demandait à chaque gardien s'il reviendrait. J'ai expliqué les changements que j'avais apportés à mon domicile, à mon travail et à mes finances. Lorsqu'on m'a demandé si je voulais que Lily soit définitivement retirée de leur vie, j'ai dit la vérité. Je veux qu'elles deviennent assez sûres pour que le contact les aide au lieu de leur faire du mal. D'ici là, je veux que le tribunal les protège des promesses qu'elle n'a pas mérité le droit de faire. Pendant le contre-interrogatoire, son avocat m'a demandé si j'en voulais à ma carrière et à ma liberté sacrifiée. J'ai dit oui. J'ai expliqué que l'amour et le ressentiment peuvent coexister, mais que les adultes sont responsables de ce qu'ils font des deux. Je n'avais jamais laissé les enfants sans surveillance, je ne les avais pas utilisés pour collecter de l'argent, ni ne les avais blâmés pour la vie que j'avais choisie. Le juge a écrit quelque chose. À la fin de l'audience, Lily a fait une dernière tentative pour contrôler la salle. Elle s'est levée sans permission et a accusé tout le monde de profiter de sa douleur. Elle a dit que l'affaire avait détruit sa carrière musicale et que Sarah gagne toujours. Le juge lui a ordonné de s'asseoir. Quand elle a refusé, un huissier s'est avancé. Lily s'est alors tournée vers moi et a crié « Dis-leur que tu me détestais avant ça. » Je l'ai regardé et j'ai dit « J'ai détesté ce que tu as fait. J'ai continué d'espérer que tu arrêterais de le faire. » Le juge a rendu des ordonnances provisoires cet après-midi-là. J'ai obtenu la tutelle continue. Les visites de Lily ont été suspendues en attendant l'achèvement d'un traitement, d'un programme parental et d'une évaluation psychologique. Il lui a été interdit d'utiliser les noms,
les images ou les histoires des enfants pour la collecte de fonds ou la promotion. Le tribunal a transmis les copies de ma signature et les dossiers financiers au procureur et a ordonné une comptabilité de restitution pour les dons et les avantages liés aux enfants. Plus important encore, le juge a conclu que Lily avait délibérément planifié son départ et avait ensuite tenté d'entraver l'enquête par de faux rapports et des preuves fabriquées. L'audience aurait dû ressembler à une victoire. Au lieu de cela, je me suis assise à côté du lit d'Emily, tremblante d'épuisement. J'avais gagné une protection temporaire, pas la paix. L'enquête criminelle se poursuivait. La décision finale était encore à des mois de là. Lily avait perdu son travail, son argent, sa crédibilité et l'accès aux enfants, mais elle se voyait toujours comme la personne la plus lésée. C'est à ce moment-là que j'ai compris la vérité la plus dure. Les conséquences ne créent pas automatiquement le remords. Parfois, elles ne font que supprimer le public. L'audience finale a eu lieu 10 mois après le matin sur mon paillasson. À ce moment-là, Emily avait 5 ans et Jacques venait d'avoir 3 ans. Nous vivions dans un modeste appartement de 2 chambres avec des placards ébréchés, des tuyaux bruyants et un petit balcon où les enfants faisaient pousser du basilic dans des gobelets dépareillés. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue. C'était stable, et la stabilité était devenue belle pour moi. La situation de Lily avait radicalement changé. L'enquête a confirmé qu'elle avait collecté plus de 40 000 $ grâce à de fausses déclarations sur les enfants. Les procureurs l'ont accusée de faux, de fraude financière, de dépôt de fausses déclarations à la police et de négligence envers un enfant lié à l'abandon. Elle a accepté un accord de plaidoyer plutôt que de faire face à un procès. L'accord exigeait une restitution, une mise à l'épreuve, un traitement, une éducation parentale et des travaux d'intérêt général. Il lui a été interdit de collecter des fonds avec l'identité des enfants et elle a été sommée de se conformer aux restrictions de contact du tribunal de la famille. Son programme l'a rejeté. Le studio a réclamé des frais impayés et elle a perdu son appartement. Aucune de ces conséquences ne provenait d'une campagne de vengeance. Elle provenait des dossiers qu'elle avait créés, de l'argent qu'elle avait pris et des mensonges qu'elle avait racontés. Pendant plusieurs mois, elle n'a suivi une thérapie que lorsqu'elle y était rappelée par l'approbation. Elle a suivi une partie du programme parental, mais a continué à dire aux évaluateurs que j'avais manipulé les enfants. Puis, 3 semaines avant l'audience finale, elle a violé l'ordonnance de non-contact. Elle est apparue devant l'école maternelle d'Emily avec des ballons et un ours en peluche. Une enseignante l'a arrêtée avant la cour de récréation, mais Lily a insisté sur le fait qu'elle voulait seulement un câlin. Lorsque le personnel a appelé la police, elle a crié que je l'avais effacée de sa propre famille. Emily a entendu l'agitation de l'intérieur et s'est cachée sous une table. Jacques a commencé à crier quand il a vu les ballons plus tard parce qu'il lui rappelait l'incident. Cette violation a mis fin à tout argument restant en faveur d'une réunification immédiate. Le tribunal a suspendu tout contact direct et a ordonné que toute communication future, si jamais elle était approuvée, commence par des thérapeutes et des lettres écrites examinées par des professionnels. Lors de l'audience finale, le juge m'a accordé la tutelle légale permanente avec autorité sur les soins médicaux, l'éducation, la résidence et toutes les décisions financières. Les droits parentaux de Lily n'ont pas été automatiquement effacés, mais elle ne pouvait pas rendre visite, retirer les enfants, utiliser leurs images ou contacter leur école. Tout contact futur nécessitait un traitement soutenu et la preuve qu'il servait les intérêts des enfants. Lily a pleuré lorsque la décision a été lue. Cette fois, les larmes ne m'ont pas ému comme elles l'auraient fait autrefois. J'avais appris que l'émotion n'était pas la même chose que la responsabilité. Elle a demandé à me parler directement avant que les adjoints ne l'escortent dehors. Le juge a autorisé une brève déclaration par l'intermédiaire de son avocat. Lily a dit, « Tu as tout eu. » J'ai répondu, « Non, ils ont perdu leur mère. J'ai perdu ma sœur. Tu as perdu la vie que tu continuais de choisir à leur place. Personne n'a tout eu. » Pour la première fois, elle n'avait rien à dire. Les enfants ont guéri de manière inégale. Jacques a cessé de serrer le dinosaure en plastique après avoir commencé la maternelle, bien qu'il le gardait sur une étagère à côté de son lit. Emily a appris à demander de la nourriture sans s'excuser. En thérapie, elle a créé un livre intitulé « Les gens qui reviennent ». Chaque page montrait quelqu'un qui partait et revenait, une enseignante, Mike, moi, même le facteur. Lily n'était pas dans le livre. Je ne lui ai pas demandé d'ajouter Lily. La guérison ne nécessitait pas de forcer l'espoir dans une forme qui lui faisait encore peur. Des mois plus tard,
j'ai reçu la première lettre que Lily a écrite par l'intermédiaire de son thérapeute. Elle ne contenait aucune accusation. Elle a admis qu'elle avait traité les enfants comme des obstacles, m'avait utilisé comme une échappatoire et avait confondu l'attention avec l'amour. Elle a écrit que le remords signifiait accepter que les personnes qu'elle avait blessées pourraient ne plus jamais lui faire confiance. J'ai lu la lettre une fois, je l'ai donnée au thérapeute des enfants et j'ai senti quelque chose en moi se relâcher, pas disparaître, se relâcher. J'avais imaginé la vengeance comme un moment où Lily comprendrait enfin ma douleur. La vie réelle était moins satisfaisante et plus honnête. Sa punition n'était pas un effondrement spectaculaire. C'était de se réveiller chaque jour sans la carrière pour laquelle elle avait sacrifié ses enfants. Rembourser l'argent qu'elle avait obtenu grâce à leur souffrance, assister à des programmes qu'elle avait autrefois moqués et savoir que l'accès à Emily et Jacques dépendait d'années de changements constants plutôt que d'une seule excuse émotive. Ma victoire n'était pas de la voir perdre. C'était de voir les enfants cesser de s'attendre à ce que tout le monde parte. Je me tenais dans la cuisine en les écoutant se disputer et rire. J'avais gagné l'affaire, mais je pleurais toujours la sœur que j'aurais souhaité que Lily choisisse de devenir. Cette douleur ne rendait pas la décision mauvaise. Parfois, protéger une famille signifie refuser de préserver la version qui a causé le mal. Alors, dites-moi honnêtement, si quelqu'un dans votre famille abandonnait ses enfants, mentait pour protéger son image et ne revenait qu'après l'arrivée des conséquences, lui offririez-vous une autre chance ou exigeriez-vous qu'il prouve qu'il a changé avant de le laisser revenir? Et où croyez-vous que la loyauté du sang devrait s'arrêter quand la sécurité d'un enfant commence? Merci d'avoir fait partie de l'histoire avec nous. Cette vidéo est entièrement fictive et créée uniquement à des fins de narration, de divertissement et de réflexion. Nous espérons qu'elle vous rappelle que la meilleure réponse à la trahison n'est pas toujours de prouver que quelqu'un a tort. Parfois, c'est de devenir si entier, calme et confiant que leurs actions ne vous contrôlent plus.